Autrefois, Howard était une légende dans le monde de la publicité new-yorkaise, un homme dont les discours pouvaient enflammer toute une salle. Il avait même avancé que l'amour, le temps et la mort étaient les trois vérités fondamentales qui relient tous les êtres humains. Mais une tragédie soudaine lui a enlevé sa fille, qui n'avait que 6 ans. Du jour au lendemain, le charismatique magnate de la publicité est devenu silencieux et introverti, perdant toute sa passion et devenant insensible à la vie et au travail. Il passe ses journées comme un zombie au bureau, tuant le temps en créant des chaînes de dominos élaborées. Sa femme, incapable de supporter cette douleur déchirante ou d'affronter un mari submergé par le deuil, a fini par choisir de partir. Depuis lors, le monde d'Howard est devenu noir comme de la suie alors qu'il coupait les ponts avec tout le monde, s'enfermant dans une prison de souffrance pour sa fille perdue. Son seul exutoire est d'écrire 3 lettres adressées à des concepts abstraits, amour, temps et mort. Howard ne se contente pas d'écrire des lettres, il dialogue avec sa propre douleur, interrogeant l'univers sur les raisons pour lesquelles ce malheur s'est abattu sur lui. Heureusement, quelqu'un est prêt à racheter l'entreprise à un prix bien supérieur à sa valeur de marché. Pour ses associés Whit, Claire et Simon, c'est une aubaine, qui signifie un gain énorme pour tous. Mais Howard est étrangement têtu et refuse de signer l'accord d'acquisition. Son obstination met les 3 associés en rage, qui ne sont pas disposés à laisser passer cette opportunité en or. Finalement, ils parviennent à un consensus pour unir leurs forces et prouver qu'Howard est mentalement instable et inapte à diriger l'entreprise. Un détective privé qu'ils ont engagé se procure les lettres écrites par Howard. Les lettres sont empreintes du désespoir d'Howard, mais ces mots décousus ne suffisent pas à prouver qu'il a perdu la tête. Comme Howard écrit chaque jour à l'amour, au temps et à la mort, il décide d'engager des comédiens pour incarner ces 3 concepts et lui faire croire que ces entités abstraites existent. Il trouve une troupe de théâtre en difficulté et engage 3 comédiens pour jouer l'amour, le temps et la mort. Le plan consiste à les faire apparaître dans la vie de Howard, à faire semblant d'avoir reçu ces lettres et à l'entraîner dans une conversation. Leur objectif est de le provoquer et de l'amener à se comporter de manière encore plus irrationnelle, afin de démontrer sa folie tout en filmant les répétitions. Pendant ce temps, Howard tente de se sauver, restant souvent silencieux devant la fenêtre d'un groupe de soutien pour le deuil. Tous ceux qui se trouvent à l'intérieur partagent la douleur d'avoir perdu un être cher, mais il n'a pas le courage de pousser la porte. Alors qu'il est assis seul sur un banc dans un parc pour chiens, Brigitte, qui incarne la mort, s'approche lentement de lui. Elle lui récite le contenu de sa lettre, affirmant sans détour quelle est la mort à qui il a écrit. Howard est déconcerté, il ne se serait jamais attendu à ce que sa correspondante imaginaire apparaisse sous une forme humaine, alors il s'enfuit, pris de panique. Brigitte le suit, lui expliquant sans relâche sa vision de la mort. Ces paroles laissent Howard encore plus confus, convaincu qu'il est malade, alors il s'éloigne rapidement. Brigitte rapporte à Simon qu'Howard tremble et commence à croire à son identité. Au cours d'une conversation, Simon révèle accidentellement un secret qu'il cache depuis des années, il est en phase terminale, mais n'ose pas le dire à sa famille. Simon sait mieux que quiconque que tout le monde finit par emprunter ce chemin, et que la mort est un destin inéluctable. Incapable de prolonger sa vie, tout ce qu'il peut faire, c'est essayer désespérément de laisser plus d'argent à sa famille. Ce soir-là, Howard trouve enfin le courage de rejoindre le groupe de soutien aux personnes en deuil. Il se rend compte que la perte n'est pas seulement son destin, et que la douleur peut être écoutée et comprise. Mais lorsque l'animatrice, Madeline, lui demande le nom de sa fille, la douleur brute le brise et il refuse d'affronter la réalité. Madeline perçoit sa fragilité et le suit silencieusement dehors, l'exhortant patiemment à laisser le passé derrière lui et à embrasser une nouvelle vie. Puis, elle partage son expérience avec Howard. Mais la répression à long terme et le désir profond ont déjà piégé Howard, lui rendant impossible de lâcher prise. Alors même qu'il sombre dans le désespoir, se comportant comme un zombie, Rafi, dans le rôle du temps, l'attend déjà dans son bureau. Il sort la lettre qu'Howard a écrite au temps, pleine d'accusations qualifiant le temps d'hypocrite. Howard soutient que les gens louent le temps parce qu'il guérit les blessures, mais que personne ne mentionne comment il détruit la beauté et fait pourrir tout ce qui existe. Rafi réplique immédiatement à Howard, l'accusant de n'avoir jamais compris le temps et de ne se plaindre que de ce qui lui manque, en ignorant le temps qui lui reste. Face à ce reproche, Howard reste sans voix, sa désolation intérieure mise à nu, et pourtant il reste impuissant. Plus tard, Claire cherche Rafi pour lui demander quelle a été la réaction d'Howard, mais Rafi élude la question et lui dit à la place que le temps n'est qu'une illusion persistante. Il s'avère que la première fois que Rafi a rencontré Claire, il s'est rendu compte qu'elle essayait de concevoir par insémination artificielle. Claire est perçue par tous comme une femme de carrière forte,
mais maintenant qu'elle a dépassé la quarantaine, elle a manqué le moment idéal pour le mariage et les enfants. Ce soir-là, alors qu'Howard dîne dans un restaurant, Amy, qui incarne le rôle de l'amour, apparaît juste devant lui. Comme Howard a perdu sa fille bien-aimée, il voit l'amour comme un monstre féroce, et pourtant les yeux d'Amy sont remplis d'une douleur indicible. En regardant Amy assise en face de lui, Howard est envahi par la confusion. Mais la douleur causée par la perte de sa fille lui a déchiré l'âme, rendant impossible pour Howard de simplement lâcher prise. Amy trouve ensuite Whit et avoue que son jeu d'actrice est épouvantable, craignant de ne pas réussir à gagner la confiance d'Howard et souhaitant abandonner. Whit, cependant, ne la blâme pas mais insiste sur le fait qu'elle peut y arriver. À ce moment-là, Whit semble calme et sûr de lui, mais en réalité, il est déjà profondément enlisé dans le marécage de sa propre vie. Obsédé par la vanité de la gloire et de la fortune, Whit a laissé le désir prendre le dessus et a négligé les personnes qui lui étaient les plus chères. Sa relation avec sa fille est compromise par des années de négligence, qui ont érigé un mur d'éloignement entre eux. Il a traité son mariage avec désinvolture, finissant par détruire sa famille. Plus tard, le groupe se réunit au théâtre pour discuter de la prochaine étape, puisqu'ils ont déstabilisé l'esprit d'Howard, ils ont désormais besoin qu'il perde le contrôle en public afin d'obtenir la preuve de sa folie. Entre-temps, l'état mental d'Howard s'aggrave, il trouve donc le courage de chercher Madeline et d'exprimer son insécurité et sa douleur. Il commence même à soupçonner qu'il souffre d'hallucinations causées par la douleur. Alors qu'il parle, il découvre par hasard qu'ils partagent le même destin, tous deux ont divorcé après avoir perdu un enfant. Cette douleur partagée les a amenés à ne plus croire en l'amour, les poussant au divorce uniquement pour échapper à leur passé tourmenté. Mais Madeline dit à Howard que, même s'ils ont divorcé, elle et son ex-mari n'ont jamais cessé de s'aimer. Tout en parlant, elle sort une lettre que son ex-mari lui a laissée le jour du divorce. Howard est profondément ému et ouvre son cœur sans réserve. Madeline ne s'est pas laissée submerger par la douleur, au contraire, elle a choisi de l'affronter à cœur ouvert. De toute évidence, Howard n'a pas encore affronté cette douleur de front. Ce jour-là, Rafi intercepte délibérément Howard alors qu'il rentre chez lui, lançant une attaque verbale sans fin pour briser complètement ses défenses psychologiques. La colère qu'Howard a réprimée pendant si longtemps finit par exploser, et il rugit contre Rafi, accusant le temps d'être impitoyable pour lui avoir tout volé et avoir détruit sa vie. Toute la scène est parfaitement immortalisée par le détective privé engagé par Whit. Émotionnellement éprouvé et brisé, Howard se rend à la station de métro, observant le flux infini de personnes qui courent à la recherche de l'amour tandis qu'il reste là, seul dans sa solitude. À ce moment précis, Brigitte réapparaît. Howard en a assez de son insistance, mais Brigitte ne lui fait pas la morale comme Rafi, au contraire, elle utilise son expérience de vie pour lui expliquer avec délicatesse le sens de la mort. Mais Howard n'arrive pas à écouter un seul mot, balayant son discours comme de banals clichés. Il estime que, sans avoir ressenti sa douleur, personne n'a le droit de prendre une position moralement supérieure et de lui dire quoi faire. Au moment même où Howard sort de la station de métro, Amy l'appelle. Les paroles d'Amy agissent comme une épée tranchante, transperçant la façade de force d'Howard et faisant ressurgir sa douleur refoulée. Mais il est déjà insensible, incapable de ressentir ne serait-ce qu'une once de chaleur. La date limite pour l'acquisition de la société approche, et pourtant Howard refuse toujours de signer, forçant les associés à jouer leur dernière carte. Lors de la réunion du conseil d'administration, la vidéo manipulée est projetée sur grand écran. Dans la vidéo, Howard est filmé en train de hurler dans le vide, se comportant exactement comme un fou. Face aux questions des membres du conseil, Howard balbutie, incapable de formuler une phrase complète, les yeux remplis d'impuissance et de désarroi. À ce moment-là, il se convainc profondément que l'amour, le temps et la mort n'étaient que de simples hallucinations qui n'ont jamais réellement existé. Voyant Howard tourmenté à maintes reprises, Claire atteint enfin ses limites et révèle toute la vérité. Elle admet que cette mascarade était un complot soigneusement orchestré par elle, Simon et Whit. Elle n'aurait jamais imaginé que ce plan infligerait un tel mal à Howard. Étonnamment, Howard n'est pas en colère. Au contraire, il a tout compris. Howard les remercie sincèrement, sachant que l'entreprise doit aller de l'avant, et abandonne enfin son obsession pour signer le contrat d'acquisition. Il fixe le document final en silence pendant un long moment, mais finit par le signer. C'est seulement à ce moment-là qu'ils comprennent pourquoi Howard avait refusé de signer pendant si longtemps. Il avait constitué un fonds fiduciaire à partir des actions de son entreprise, avec sa fille comme bénéficiaire, signer signifiait donc accepter pleinement le fait que sa fille n'était plus là. Plus tard,
Simon avoue de son plein gré sa maladie à sa femme et prend l'initiative de rembourser la dette qu'il a envers sa famille. Dans les derniers instants de sa vie, il choisit de ne pas se laisser submerger par la peur et le désespoir, mais d'y faire face sereinement, en faisant ses adieux au monde avec dignité, amour et sans regret. Claire comprend peu à peu la signification du temps et trouve le courage d'affronter son âge et ses désirs profonds. Elle cesse de fuir et commence à poursuivre activement la vie qu'elle désire. Whit, lui aussi, met de côté sa cupidité et son ambition, cherchant activement à réparer le mal qu'il a causé à sa fille. La veille de Noël, Howard frappe à la porte de Madeline. Avec un désir infini, Madeline remet à Howard la lettre que son ex-mari lui a laissée. Le simple fait de mentionner à nouveau sa fille fait encore mal au cœur à Howard. Puis, Madeline lui montre une vidéo de leur fille enregistrée avant sa mort. À ce moment-là, toutes ses défenses s'effondrent et les yeux de Howard s'embuent tandis que des larmes coulent sur son visage. Il s'avère que Madeline est l'ex-femme d'Howard. Après la mort de leur fille, aucun des deux ne parvenait à supporter la douleur, ils se sont donc mutuellement reprochés et évités, choisissant finalement de se séparer, même si aucun des deux n'avait vraiment tourné la page. Ces dominos qui tombaient n'étaient pas une fin, mais un nouveau départ. Finalement, Howard et Madeline traversent main dans la main le pont de Brooklyn, baignés par la lumière du soleil, douce et chaude. Sur la passerelle, Amy, Rafi et Brigitte les observent en silence avant de disparaître discrètement dans la foule. Enfin, un sourire revient sur le visage d'Howard, non pas un sourire forcé après avoir oublié la douleur, mais un sourire de calme et de soulagement après l'avoir accepté.